Bon retour, amoureux du dieu martial. Dans le dernier épisode, Yonhwa Seol est venu reprendre sa fille comme si elle lui appartenait encore, mais Yenlang voulait prouver qu'elle n'appartenait plus à personne. C'est à ce moment-là que Kim Joo-yeok a décidé d'intervenir. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui arrive quand il entre dans les affaires de la famille Seol, parce que toute action a des conséquences. Allons droit au but. Kim Joo-yeok s'avança sans hésiter et lança un coup de pied droit sur la main tendue de Yonhwa Seol, l'arrêtant net. Même Yenlang fut prise au dépourvu, parce que quoi qu'elle ait pu imaginer, ce n'était clairement pas cet homme sautant au beau milieu du désastre familial comme s'il y avait été invité. Joo-yeok fronça les sourcils et exigea de savoir ce que Yonhwa Seol croyait être en train de faire. Parce que de là où il était, elle essayait sérieusement d'arracher le bras de sa propre fille. Yonhwa Seol le regarda avec un mécontentement évident et répondit qu'une mère était en train de donner une leçon à sa fille, ce qui signifiait que cela ne le regardait pas. Cela ne fit que l'agacer davantage, et il demanda si c'était une nouvelle version de l'éducation moderne, parce qu'il venait justement d'entendre la même excuse de la part d'un idiot qui affirmait que personne ne devait intervenir pendant qu'il frappait sa propre sœur. Cette comparaison frappa assez fort pour faire hésiter la femme, parce qu'elle ne connaissait sincèrement rien aux méthodes éducatives. Vu sa relation avec sa fille, ça ne m'étonne pas. Mais ensuite, l'attention de Yonhwa Seol se tourna presque immédiatement vers quelque chose de plus étrange. Elle ne comprenait pas comment Joo-yeok avait pu bloquer son attaque sans que sa jambe ne gèle. La mère saisit sa propre épaule et demanda pourquoi cela lui avait même fait mal au départ, et la réponse la troubla encore plus. Elle avait imprégné cette frappe du pouvoir de sa constellation, et pourtant cela n'avait toujours pas suffi à le blesser. Cela pouvait-il signifier que la mana de Kim Joo-yeok était plus puissante? L'expression de Joo-yeok se durcit, et il dit aussitôt à Choi Yaren d'éloigner Yenlang de là. Elle accepta immédiatement, mais Yenlang répliqua avec frustration, disant qu'il avait perdu la tête parce qu'elle voulait se battre elle aussi, et que cela restait une affaire de sa famille. Cette fierté dura exactement jusqu'au moment où on lui dit de regarder d'abord sa jambe droite avant de reparler des affaires de famille. Choi Yaren la retint pendant que Joo-yeok continuait d'avancer, disant qu'aucun vrai professeur ne resterait à l'écart pendant que ses élèves étaient en danger, donc tout le monde devait s'écarter et le laisser s'en charger. Et pour Yenlang, ce moment eut une résonance toute particulière. Elle réalisa avec gêne que c'était ça, en fait, avoir un vrai professeur, et pas juste quelqu'un qui se tient devant une salle de classe pour gaspiller de l'oxygène. Pendant ce temps, Yonhwa Seol recula et fixa de nouveau Kim Joo-yeok, visiblement incapable de comprendre comment cet homme pouvait prétendre être un professeur alors qu'il se promenait en tenue de sport comme s'il venait de sortir d'une salle de gym plutôt que d'une école. Elle l'observa et dit franchement qu'il n'avait pas l'air de l'apprécier, puis demanda ce qui avait fait changer Joo-yeok d'avis après s'être battu avec Yenlang à l'académie du Lotus Blanc. Joo-yeok répondit sans grande émotion que ce n'était pas du tout ça et qu'il s'agissait simplement d'une question d'intérêt mutuel. Cette explication ne fit qu'embrouiller davantage Yonhwa Seol, alors elle insista encore, puis décida qu'il existait une façon plus simple de régler la question. S'il voulait se tenir là en tant que professeur, alors elle allait vérifier s'il avait réellement les compétences pour mériter ce titre. Joo-yeok prit sa position et réalisa immédiatement que cette soi-disant matriarche posée était en réalité tout aussi impulsive que sa fille. Il se rappela qu'il avait réussi à bloquer son attaque précédente avec son pied, mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas absorber encore et encore une telle quantité de magie comme une version au rabais d'un code de triche. Alors il changea de stratégie sur le champ. Au lieu d'essayer d'affronter sa puissance de front, Joo-yeok décida d'esquiver ses frappes et de viser ses articulations chaque fois qu'une ouverture apparaîtrait. Yonhwa Seol attaqua de nouveau, rapide et précise, mais Joo-yeok esquiva sur le côté et s'accroupit au moment où la glace déchira la porte derrière lui. Le froid se répandit partout. Les machines de la salle de sport étaient fichues. Un seul regard suffit à notre héros pour comprendre le problème. Yonhwa Seol n'avait pas besoin de contact direct pour geler les objets, ce qui signifiait qu'elle pouvait aussi projeter des éclats de glace depuis ses mains. Mais au lieu d'avoir l'air secoué, Joo-yeok trouva quand même le temps de se plaindre.
Il jeta un regard derrière lui à son ennemi et dit que le matériel de sport faisait partie des rares choses utiles dans son académie, alors il espérait vraiment que Yonhwa Seol comptait payer les dégâts ensuite. Yonhwa Seol ne prit même pas la peine de discuter et attaqua simplement de nouveau, disant qu'elle réfléchirait à une compensation s'il la battait d'abord. Joo Yeok resta calme et observa la main foncer vers lui. À cet instant, il comprit le vrai problème, même s'il esquivait cette frappe, Yonhwa Seol pouvait simplement libérer encore plus d'éclats de glace. Mais utiliser sa propre mana pour encaisser le coup n'avait pas de sens non plus, puisque la constellation continuait d'alimenter cette mer furieuse en mana. Si notre héros continuait à gaspiller son énergie de cette manière, il conclut qu'il finirait par perdre. Alors quand l'ouverture suivante apparut, il arrêta de penser à la défense et bougea. Il frappa son avant-bras, redirigea son attaque vers le haut, et envoya sa force gaspillée s'écraser contre le plafond au lieu de s'abattre sur lui. Yonhwa Seol leva les yeux avec une irritation évidente, déjà consciente qu'elle venait de projeter une énorme quantité de puissance dans le vide. Et avant même qu'elle ne puisse pleinement se remettre de cette erreur, Joo Yeok se tenait déjà juste devant elle, en souriant. Puis vint son coup de poing signature, porté avec ce sourire suffisant tellement agaçant qu'il rendait l'impact encore plus humiliant, comme si son adversaire n'avait jamais vraiment compté. Le coup atteignit Yonhwa Seol en plein corps et lui coupa le souffle avant de l'envoyer voler en arrière. La femme s'écrasa au sol dans la douleur, tout ce pouvoir divin emprunté n'ayant absolument rien fait pour la sauver de l'impact. Kim Joo Yeok ne la poursuivit pas. Il resta simplement là, à la regarder de haut, avec ce même sourire toujours affiché sur le visage. Yenlang regardait, choquée, parce qu'elle venait de voir sa mère être mise à terre, et le pouvoir de la constellation ne l'avait protégée de rien. Yonhwa Seol admit que Kim Joo Yeok était vraiment impressionnant. À ce moment-là, elle comprit enfin pourquoi il s'était présenté comme un professeur. Mais même après avoir reconnu sa force, elle déclara quand même qu'elle ramènerait sa fille à la maison. Kim Joo Yeok ne comprenait même plus de quoi elle parlait, mais Yonhwa Seol simplifia la situation de façon douloureusement claire. C'était un ordre de leur seigneur Constellation, et même si elle échouait, quelqu'un d'autre serait envoyé à sa place. Yenlang demanda ce que cela était censé signifier, parce que personne n'avait pris la peine de lui demander quoi que ce soit. Sa mère répondit sans hésiter que personne ne demanderait, parce que dans leur clan, l'ordre du maître passait au-dessus de tout. Cette réponse écrasa toute la chaleur qui aurait encore pu subsister dans la pièce. Yenlang demanda doucement si cela signifiait qu'elle devrait continuer à se battre contre eux encore et encore, même si elle n'en avait pas envie. Yenlang cria à sa mère d'arrêter enfin et de la laisser tranquille. À ce moment-là, l'expression de Joo Yeok se durcit. Au lieu de continuer à se disputer avec elle, il posa la question que personne dans cette famille ne s'attendait probablement à entendre. Que devait-il exactement faire pour rencontrer leur constellation ? Yonhwa Seol ne sut même pas comment réagir au début, et Joo Yeok lui exposa calmement sa logique. Si quelqu'un devait la remplacer de toute façon, alors la solution la plus simple était évidente. Il allait simplement remettre la constellation elle-même à sa place. C'est à ce moment-là que même la mère eut l'air horrifiée. Elle demanda si Joo Yeok avait la moindre idée de ce qu'il proposait, et s'il était vraiment sérieux. Les gens ordinaires ne pouvaient rencontrer une constellation qu'à travers la sanctification, et même cela exigeait une concentration de mana énorme. En plus de ça, sa famille n'était pas assez stupide pour permettre à quelqu'un de dangereux d'approcher leur relique sacrée. Joo Yeok la regarda et dit qu'il existait une autre façon. Il expliqua qu'on pouvait traverser dans le royaume mental lorsqu'une personne entrait en contact avec l'artefact divin, et cela la déstabilisa immédiatement, parce qu'il n'était pas censé savoir cela. Yonhwa Seol demanda même si l'on enseignait ce genre de choses aux chasseurs dans son école comme si de rien n'était, parce que cette information était exacte. Puis elle expliqua elle-même le reste. La relique sacrée agissait comme un pont entre les mondes, et dès que quelqu'un entrait en contact avec elle, cette personne apparaissait immédiatement devant le roi des neiges profondes. Mais contrairement au monde mortel, où le pouvoir d'une constellation était limité, le royaume de l'image mentale était un sous-espace entièrement sous le contrôle de cet être. Et dans un tel endroit, l'essence humaine pourrait ne pas survivre du tout.
Yonhwa Seol le prévint que l'aura divine seule pouvait déchirer une personne jusqu'à l'anéantir, mais Joo Yeok écouta chaque mot sans reculer. Alors, au final, elle lui demanda directement si Joo Yeok voulait toujours aller jusqu'au bout, et il répondit oui. Yonhwa Seol se releva et dit qu'elle comprenait, mais que ce n'était pas possible de faire cela immédiatement. Elle ne pouvait pas laisser un inconnu toucher la relique sacrée juste parce qu'il l'avait demandé poliment. Alors elle posa sa propre condition. Elle dit que sa famille lui enverrait une invitation dans une semaine, et que d'ici là, personne ne viendrait chercher sa fille ni lui. Joo Yeok accepta, mais Yonhwa Seol poussa plus loin et demanda ce qu'il comptait faire s'il était vaincu dans ce royaume mental. Yenlang coupa immédiatement, demandant quel genre d'absurdité elle racontait encore, mais Yonhwa Seol insista sur le fait que s'ils allaient poursuivre malgré tous les risques et toutes les restrictions, alors il le ferait dans le cadre d'un accord formel. Et Joo Yeok, naturellement, accepta avant que quiconque puisse l'en dissuader. Il déclara que s'il perdait, alors sa vie serait entièrement entre les mains de Yonhwa Seol. Mais notre héros ne s'arrêta pas là. Il dit que s'il battait leur constellation à la place, alors Yonhwa Seol laisserait Yenlang tranquille pour le reste de sa vie, et qu'à partir de ce moment-là, ce serait lui qui prendrait soin d'elle. Cela suffit à laisser Yenlang abasourdi et visiblement troublé. Yonhwa Seol ne comprenait pas d'où venait une telle confiance, mais elle accepta quand même les conditions. Puis elle se retourna et quitta la pièce. Joo Yeok la regarda partir, et dès que son dos fut tourné, la colère qu'il retenait depuis tout ce temps apparut enfin sur son visage. Une semaine plus tard, il se tenait face au roi des neiges profondes. La constellation le regardait avec un mécontentement manifeste, et l'histoire remonta de quelques jours à ce qui s'était passé à l'intérieur du dortoir Valhalla. La serrure s'ouvrit, et Joo Yeok dit que la porte était ouverte. Après avoir allumé la lumière, il dit à Yenlang qu'elle pouvait rester là pour le moment. La jeune fille regarda autour d'elle, confuse, et dit que c'était bien, mais que l'endroit ne ressemblait à aucun dortoir qu'elle avait imaginé. Cela ressemblait davantage à la maison d'une famille riche, ce qui rendait la situation encore plus étrange. Puis elle se retourna et demanda s'il était vraiment en train de la laisser vivre là, toute seule. Joo Yeok resta les mains dans les poches et lui dit oui, expliquant qu'on lui avait donné l'option d'emménager dans une chambre premium, mais qu'à la place, il était resté là où il était. Yenlang baissa les yeux vers le sol avec embarras et posa la question qui la travaillait clairement depuis le début. Pourquoi Joo Yeok faisait-il autant pour elle? Mais notre héros ne comprit pas la question. Alors Yenlang expliqua que sa famille l'attaque ou non, cela restait une affaire entre elle et eux, et elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi Joo Yeok était prêt à s'impliquer à ce point. Puis elle lui demanda directement s'il était prêt à aller aussi loin simplement parce qu'elle était son élève. Joo Yeok se gratta l'arrière de la tête et répondit que le fait qu'elle soit son élève n'était qu'une des raisons. La raison principale était bien plus simple. Il détestait les gens qui se comportaient comme sa mère. Kim Joo Yeok repensa à l'attitude de sa mère et dit que les gens comme elle agissaient toujours de la même manière. Ils s'appuyaient sur leur rang, leur pouvoir et l'autorité familiale, puis s'attendaient à ce que tout le monde obéisse en silence parce que quelqu'un de plus haut placé avait décidé que c'était ainsi que les choses devaient se passer, et il en avait déjà assez de ce genre d'abus éhontés. C'était exactement pour cela qu'il était intervenu. Il demanda à Yenlang si elle se sentait mal à l'aise à cause de ce qui s'était passé, et elle le nia avec gêne. La jeune fille se grattait déjà la joue comme quelqu'un essayant d'effacer physiquement son malaise. Puis, après avoir hésité un instant, elle admit que personne n'était jamais allé aussi loin pour elle auparavant et décida que le minimum qu'elle puisse faire était de le remercier. Joo Yeok sourit. Mais au lieu de laisser ce moment rester doux, il la prévint que l'entraînement à venir lui ferait probablement regretter ses paroles reconnaissantes. Puis il redevint sérieux et dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Il demanda si le roi profond de la haute montagne était vraiment sa constellation, et Yenlang corrigea immédiatement sa formulation, parce qu'apparemment même le titre devait être exact. Joo Yeok dit que cela n'avait pas d'importance et demanda quel genre d'être était réellement cette constellation. Yenlang y réfléchit et admit qu'elle savait à peine quoi que ce soit. Tout ce qu'elle savait vraiment, c'était qu'il contrôlait la glace,
et au-delà de ça, ses connaissances étaient extrêmement limitées. Puis elle ajouta quelque chose d'encore plus étrange. Elle avait entendu dire qu'il n'intervenait généralement jamais dans les affaires de la famille, au point que certains membres de la famille ne savaient même pas qui il était. Cela fit s'arrêter Joo Ye-ok, parce que cela contredisait directement ce que Yong Hwa-seol avait dit plus tôt. Il le fit immédiatement remarquer, demandant comment cela pouvait avoir le moindre sens alors que la matriarche avait affirmé que la constellation lui avait personnellement ordonné de ramener Yenlang. Yenlang baissa le regard et admit que c'était vrai, mais d'après ce dont elle se souvenait, elle-même n'était jamais entrée une seule fois en contact direct avec lui. Elle alla même plus loin et dit qu'elle n'avait jamais reçu la soi-disant protection de la constellation qui, selon les dires, enveloppait toute la famille depuis la naissance. Tous les autres semblaient recevoir cette bénédiction automatiquement, mais pour elle, il n'y avait eu absolument rien, et elle ne comprenait visiblement pas pourquoi. Joo Ye-ok ferma les yeux un instant, puis sourit de cette manière qui signifiait généralement que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Si c'était vraiment ainsi que les choses se présentaient, alors il dit qu'il commencerait par corriger cette constellation absurde et qu'il obtiendrait les réponses ensuite. Cela bien fixé dans son esprit, il dit à Yenlang de se reposer et de se vider la tête, parce que bientôt elle devrait le guider jusqu'à sa famille. La jeune fille accepta, et après que Joo Ye-ok eut quitté la pièce, elle le regarda partir, embarrassée. Yenlang serrait ses poings contre sa poitrine pendant que son cœur battait si vite, comme si elle essayait encore de comprendre quel genre de personne venait d'entrer dans sa vie. La scène se déplaça vers la chambre de Kim Joo Ye-ok, où il était au téléphone avec Adlia. Elle répondit, demanda comment elle pouvait l'aider, et notre protagoniste lui dit qu'il avait une requête. Au moment où il mentionna qu'il s'était battu avec la chef du clan Séol des Neiges, Adlia fut visiblement stupéfaite et demanda ce qui s'était passé, au nom du ciel. Joo Ye-ok balaya cela avec une aisance suspecte, disant que la femme était venue chercher sa fille et qu'ils avaient simplement eu un petit désaccord, ce qui était une façon très polie de décrire un combat qui avait ravagé du matériel de l'académie. Adlia comprit rapidement ce que cela signifiait et demanda si la descendante directe de la famille se trouvait maintenant à Valhalla. Joo Ye-ok évoqua la salle de sport endommagée et demanda si Adlia pouvait s'occuper du problème du matériel, et elle répondit que oui, puisque ce n'était probablement rien de trop grave. Il lui demanda de gérer ça pour lui, et une fois qu'elle eut accepté, il passa directement à la véritable question. Il voulait savoir si elle connaissait quoi que ce soit sur la constellation de cette famille. Adlia dit que le peu qu'elle avait entendu n'était pas très utile. Comme la famille elle-même, la constellation était censée rester à l'écart des conflits internes, et à cause de cette indifférence, même la famille en savait très peu à son sujet. Cette réponse souleva un autre problème. Joo Ye-ok dit qu'il comprenait et demanda si le petit idiot, leur constellation, s'était déjà réveillé. Assise à la table, Adlia répondit non, expliquant que, tout comme la dernière fois, il n'y avait eu aucune réponse. Il semblait que les effets secondaires de la matérialisation étaient assez violents. Cela amena notre héros à se demander si les constellations pouvaient se rencontrer entre elles. Mais cela semblait hautement improbable. Vérification faite, tous les chinks sont présents, aucun nom n'a été retiré, et aucun contenu n'a été ajouté ou omis. Adlia avait l'air embarrassée après ça et formula une autre demande, la même que la fois précédente, en lui demandant de mentionner son bon travail à leur seigneur constellation. Joo Ye-ok lui dit qu'elle commençait à prendre un peu trop ses aises avec lui, puis il mit fin à l'appel. Pendant ce temps, Adlia marmonna une excuse juste avant que la communication ne se coupe. Mais le plus gros problème, lui, restait exactement là où il était. Personne ne savait quoi que ce soit sur la constellation du clan Séol des Neiges. Puis Brass prit la parole et fit remarquer que toute cette approche ne lui ressemblait pas du tout. Joo Ye-ok lui demanda ce qu'il voulait dire. L'homme masqué répondit avec une honnêteté brutale, poser des questions d'abord n'était pas du tout son style habituel, parce que normalement, il comprenait les choses après avoir frappé quelqu'un au visage. Joo Ye-ok le reconnut, mais la raison était simple, même s'il devenait plus fort, il était encore très loin de son niveau d'autrefois. Alors foncer sur une constellation sans savoir à quoi il faisait face paraissait dangereusement stupide. Brass le regarda avec une certaine surprise, probablement parce qu'entendre de la prudence dans la bouche de Joo Ye-ok revenait un peu à recevoir une leçon de sécurité incendie de la part d'un lance-flamme. Mais notre protagoniste continua et ajouta que le combat aurait lieu dans le royaume mental,
là où les constellations pouvaient libérer toute leur puissance. Cela amena Jouyeok à une question naturelle. Si Brass lui-même était une constellation, alors pourquoi avait-il été si faible dans le royaume mental? Avec son statut, il aurait dû pouvoir tenir tête à n'importe quelle autre constellation sur un pied d'égalité là-bas. Brass y réfléchit puis dit que si Jouyeok comptait vraiment se battre dans le royaume mental, alors il pouvait au moins lui donner un conseil. La puissance dans ce royaume n'était pas liée à la force physique d'un être dans le monde réel. Jouyeok demanda alors sur quoi il était censé compter. Brass expliqua que la puissance dans le royaume mental reposait sur le niveau de force dont ils avaient conscience. Jouyeok s'agaça aussitôt et dit que cela sonnait exactement pareil, ce qui, pour être honnête, était une réaction tout à fait légitime. Mais Brass croisa les bras et répondit que pour une personne ordinaire, peut-être qu'il n'y avait aucune différence. Mais Jouyeok n'était pas ordinaire. Il était aussi Kim Yao avant de se réincarner. Brass lui rappela de ne pas l'oublier, et cette fois, le message sembla faire mouche. Jouyeok sourit, ouvrit son œil, et décida qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire. Il lui suffisait d'aller voir cette constellation et de lui régler son compte. Quelques semaines plus tard, la scène se déplaça en Chine, dans le domaine du clan Séol des Neiges. Kim Jouyeok se tenait là avec Yenlang, face à Yonhwa Séol et entouré de tous leurs disciples. La femme fronça les sourcils et admit qu'il était réellement venu, ce qui semblait à la fois la surprendre et la flatter. Jouyeok demanda pourquoi il ne serait pas venu, puis vérifia si elle avait obtenu l'autorisation. Yonhwa Séol ne répondit pas tant avec des mots qu'avec un regard, puis elle lui dit de la suivre. Notre protagoniste dit tranquillement à Yenlang que tout allait bien et qu'il serait bientôt de retour. Puis il suivit Yonhwa Séol vers un ensemble de portes. La femme ouvrit les portes, et ils pénétrèrent dans une étendue glacée. Jouyeok regarda autour de lui et se demanda ce qu'était cet endroit, parce qu'il n'y avait aucune pièce en vue. Yonhwa Séol baissa la main dans la neige, en sortit un coffre enfoui dessous, puis l'ouvrit aussi calmement que si elle récupérait simplement des courses. Puis, tout en manipulant la relique, elle dit qu'après être revenue de Valhalla, elle avait passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'elle lui ferait s'il perdait. Elle se tourna vers lui et demanda s'il voulait devenir l'esclave de leur famille, ce qui était vraiment une manière charmante de motiver un invité. Jouyeok fronça les sourcils et lui rappela qu'il lui avait déjà dit de prévoir la punition qu'elle voulait, puis lui demanda simplement de lui tendre le gant. Alors elle le fit. Le gant brûlait pratiquement d'une aura bleue. Au moment où il le serra dans son poing, le monde changea. Il se retrouva debout devant le roi des neiges profondes. Et la constellation exigea immédiatement de savoir qui il était. Jouyeok leva le poing et répondit en lui disant de se présenter d'abord. L'être le fixa et comprit aussitôt qu'il ne faisait pas partie de ses disciples, même si quelque chose chez lui semblait familier. Qui était donc ce garçon? Puis, tout en serrant un bloc de glace, il remarqua que cet homme semblait avoir causé pas mal de problèmes à cette famille. Jouyeok sourit et lui dit qu'il semblait étonnamment perspicace, puis proposa de se présenter. Mais le roi n'avait aucun intérêt pour une conversation polie et passa à l'action, montrant clairement que les noms pourraient attendre que Jouyeok survive d'abord à son attaque. Jouyeok reconnut immédiatement une attaque à distance. Une nuée de petits éclats de glace fonça droit sur lui. Ils frappèrent quelque chose, provoquant un énorme fracas dans la glace. Mais quand le roi baissa les yeux depuis son trône, son expression changea. Jouyeok se tenait toujours là, totalement indemne, les mains dans les poches comme si cette attaque n'avait même pas mérité une réaction. Le roi admit qu'il ne s'était pas attendu à ce que le garçon esquive cette frappe. Puis il ajouta qu'un saut normal n'aurait pas dû suffire pour l'éviter. Donc Kim Jouyeok avait probablement utilisé sa mana pour se propulser à cet instant. En se levant de son trône, il reconnut enfin que Jouyeok n'était finalement pas un insecte insignifiant. Puis l'être commença à se présenter. Il dit qu'il avait eu l'intention de révéler son vrai nom, mais qu'il l'avait oublié après avoir été scellé dans cet endroit, alors son nom actuel devrait suffire. Jouyeok couvrit son visage d'une main parce qu'un blizzard soudain s'était levé. Pendant que la constellation continuait avec toute la dignité d'un homme en train d'écrire sa propre entrée dramatique.
beaucoup le connaissaient sous le nom de roi des neiges profondes. Puis la constellation ajouta que ses fidèles l'avaient autrefois appelé le dieu du chaos. Et ceux qui le craignaient l'avaient nommé le démon des neiges. Jouyeok continua d'écouter le roi des neiges profondes et attendit calmement qu'il termine sa présentation. C'est alors que la constellation lui dit que les gens avaient fini par combiner ces deux titres, et qu'au final, il l'appelait le dieu chaotique des neiges. Notre protagoniste sourit avant de se présenter simplement comme Kim Jouyeok. Le dieu chaotique des neiges répéta ce nom et dit que c'était bien. Il déclara qu'il s'en souviendrait pendant qu'il l'attaquerait. Jouyeok regarda autour de lui et vit la glace se former sur le sol. Il comprit que le dieu chaotique des neiges avait fermé ses voies de fuite, mais il n'avait clairement aucune intention de s'enfuir. Pendant ce temps, la constellation arriva sur lui avec ses poings au lieu de rester à distance. Tandis qu'il fonçait vers lui, Jouyeok observa calmement la glace s'accumuler à ses pieds. Il nota, avec ce genre d'irritation sèche que lui seul pouvait avoir dans une situation pareille, qu'il n'avait vraiment pas envie de fracasser des éclats de glace à main nue. Kim Jouyeok décida qu'il n'avait pas d'autre choix, alors il dégaina enfin son arme. Le dieu chaotique des neiges la regarda comme s'il se souvenait de cette épée, mais il n'eut pas beaucoup de temps pour y penser. Parce que Jouyeok abattit immédiatement son épée et réduisit la glace en morceaux. Le courant gelé se brisa au contact, et de petites lances de glace repartirent dans tous les sens. Pourtant, la constellation arrêta la vague suivante de pointe et regarda Jouyeok avec intérêt. Il demanda si notre héros comptait vraiment répondre à la glace par la glace. Pitoyable. Puis, presque comme un roi donnant une leçon en plein milieu d'une tentative de meurtre, il expliqua que chaque trace de neige et de glace dans cet espace était sous son contrôle. Jouyeok se contenta de sourire en coin en fonçant vers le dieu chaotique des neiges et lui demanda si c'était vraiment le cas. Puis il lança une attaque ascendante depuis le bas avec son sourire confiant et presque malveillant. Cette attaque força la constellation à bloquer l'épée avec sa main. Et le roi comprit instantanément ce qui venait de se passer. Jouyeok n'avait jamais essayé de l'écraser avec des attaques gelées, il s'était seulement servi de ce moment pour se rapprocher, et même s'il admit que l'idée n'était pas mauvaise, il la balaya en disant que Jouyeok n'avait pas la puissance nécessaire pour que cela compte vraiment. Kim Jouyeok, cependant, lui demanda s'il en était vraiment sûr. La main du dieu chaotique des neiges tremblait déjà tandis qu'il se demandait si ce n'était pas lui qui manquait de puissance. Et avant même que le roi puisse vraiment assimiler ça, Jouyeok rassembla une mana rouge et lui demanda si cette attaque la manquerait aussi de puissance. Notre héros enfonça son poing dans la constellation sans lui laisser le temps de réagir. Le coup porta de plein fouet, et le dieu chaotique des neiges fut projeté en arrière avec assez de force pour s'écraser contre son propre trône. Jouyeok avait l'air franchement satisfait et commenta que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pu utiliser à nouveau sa véritable puissance. Le roi peina à se redresser et admit que l'attaque infusée de mana de Jouyeok était incroyable. Puis il regarda de nouveau l'épée et comprit soudain ce qu'il avait devant lui. L'homme qui se tenait face à lui était le dieu des arts martiaux. Jouyeok sourit à cela et, avec cette assurance éhontée qui le caractérisait, confirma ses soupçons. Ses disciples l'appelaient autrefois ainsi. Oui, la constellation avait tout à fait raison. Cette réponse poussa le roi à s'arrêter et à se souvenir de quelque chose remontant à 300 ans plus tôt, car même s'il ne pouvait pas prétendre bien connaître ce titre, il avait déjà vu cette puissance de ses propres yeux. L'histoire bascula vers les montagnes enneigées 3 siècles dans le passé. Le roi avait été encerclé par une immense horde de monstres. Des cadavres gisaient déjà tout autour de lui, et il pensait s'être battu aussi bien qu'il le pouvait, mais malgré cela, il connaissait la vérité. Les ennemis étaient trop nombreux pour qu'il puisse tous les gérer seul. Les gobelins, les golems, les élémentaires continuaient de se rapprocher. C'est à ce moment-là que le roi comprit qu'il ne repartirait pas vivant de cette bataille. Alors il accepta l'idée que s'il devait mourir là, il emporterait au moins autant d'entre eux que possible avant la fin. Et c'est alors qu'il vit quelque chose qu'il n'oublia jamais. Une silhouette apparut devant lui et se plaça entre lui et cette armée entière sans reculer d'un pouce. Le roi se souvenait avoir fixé le dos du dieu des arts martiaux en se demandant pourquoi cet homme était apparu, pourquoi il avait choisi d'aider,
et comment il pouvait se tenir là avec un tel calme face à autant d'ennemis. Puis son épée noire bougea. Et d'un seul coup, l'armée entière fut anéantie. C'est tout ce qu'Isaac avait besoin de voir. Quand le champ de bataille retomba dans le silence, et qu'il ne resta plus que deux, il ne put même pas parler, parce qu'une puissance de ce niveau n'était pas le genre de chose qu'on pouvait confondre avec autre chose. De retour au présent, le dieu chaotique des neiges confirma qu'il s'agissait bien de la même mana qu'à l'époque et regarda Kim Joo-yeok. Il savait avec certitude que, peu importe à quel point Joo-yeok paraissait différent maintenant, il s'agissait toujours du même dieu des arts martiaux. Joo-yeok demanda s'il devait continuer, ou si peut-être la constellation voulait prendre l'initiative cette fois. Le roi se redressa et dit qu'il en serait comme le dieu des arts martiaux le souhaitait, parce qu'il attendait ce jour depuis très longtemps. Puis il écarta les bras et déclara qu'il se battrait avec toute sa puissance. Pendant que ce duel continuait de monter en intensité, la scène coupa vers Yanlang qui attendait dans le hall de réception. Elle restait assise là, les bras croisés, jusqu'à ce qu'elle remarque du mouvement devant elle, et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit exactement ce qu'elle espérait clairement éviter. Il y avait des gens derrière les portes. Beaucoup de gens. Et ils la regardaient tous à travers le papier comme si elle était un animal rare exposé au public. C'était exactement pour cela que Yanlang n'avait jamais voulu revenir ici. Alors qu'elle était assise là, se rappelant que Joo-yeok lui avait dit de se reposer et de se reprendre avant de le guider dans leur domaine. Ses pensées dérivèrent jusqu'au moment où deux visages familiers s'avancèrent, l'ayant immédiatement reconnu. La fille aînée du clan Séol des Neiges, Irin Séol, et la deuxième fille, Fei Séol, se tenaient là, sous le choc. Yanlang leur demanda aussitôt ce qu'elles voulaient, ou si elles étaient venues parce qu'elles tenaient à se faire frapper au visage. Fei le nia immédiatement, elle voulait simplement venir la voir puisqu'Yanlang avait enfin réussi à sortir du palais du Lotus Blanc. Pendant qu'Irin ajoutait que commencer une bagarre n'aurait servi à rien de toute façon si elle ne pouvait pas la battre. Yanlang leur montra les fenêtres et leur dit que si elles étaient seulement venues la regarder, alors elles pouvaient retourner se tenir avec le reste des idiots et continuer à fixer. Irin se gratta la tête avec gêne et dit qu'elle était en réalité venue s'excuser pour le malentendu entre elles, parce que ce genre d'excuse devait se faire en face. Cela prit Yanlang au dépourvu. Fei baissa le regard et expliqua que comme Yanlang avait été emmenée au palais du Lotus Blanc juste après leur dispute, elle n'avait jamais vraiment eu l'occasion de parler auparavant. Alors même s'il était tard, elle voulait le faire maintenant, puis elle admit que les mots seuls ne signifiaient presque rien et demanda quand même à être pardonnée pour la manière dont Yanlang avait été maltraitée. Yanlang ne laissa pas passer ça facilement. Elle demanda ce qu'elle voulait ensuite, parce que venir là juste pour s'excuser ne leur ressemblait pas. Puis elle se mit en colère et demanda si elle était vraiment censée croire que c'était sincère au lieu d'y voir simplement une nouvelle tentative pour se sauver maintenant qu'elle était ici. Irin tendit rapidement la main vers elle et lui demanda d'attendre, parce qu'elle savait que cela pouvait probablement donner cette impression. Mais elle n'avait pas eu d'autre choix. Elle insista sur le fait que Yanlang devait les écouter, puis expliqua que toutes les tentatives qu'elles avaient faites auparavant pour la rencontrer avaient été bloquées par leur mère. Cela laissa Yanlang sincèrement confuse, mais Irin n'avait pas terminé. Elle révéla que leur mère leur avait aussi ordonné d'empêcher Yanlang de continuer à s'entraîner. Cela frappa Yanlang assez fort pour la laisser complètement abasourdie. Yanlang avait toujours cru qu'elle l'avait évité par jalousie, alors elle demanda si ce n'avait pas été la raison depuis le début. Fei baissa les yeux et admit que oui, elle l'avait envié. Mais cela n'avait jamais été une jalousie malsaine. Elle dit qu'elles avaient toujours été fières de Yanlang et de ses compétences. Parce qu'elles appartenaient au même clan et qu'elles étaient censées se soutenir pour cela. Donc, grâce à Yanlang, la famille avait obtenu une véritable reconnaissance. Irin rapprocha alors Fei d'elle et rappela le moment où leur mère les avait réunis pour une discussion importante, au cours de laquelle elle leur avait ordonné de s'assurer que Yanlang ne puisse plus participer à l'entraînement. Debout là, Irin expliqua que leur mère avait présenté Yanlang comme une menace dans la lutte pour devenir la prochaine chef de famille. Elle leur avait dit que, peu importe à quel point elle les soutiendrait, les anciens choisiraient quand même Yanlang au final, et à cause de cela, elles avaient été poussées à suivre chacun de ses ordres.
Yenlang se rappela à quel point cette situation l'avait rendue furieuse, tandis qu'Irin admettait qu'au final, elles avaient fait ce que leur mère exigeait. Mais elle ajouta ensuite que leur mère s'était tout de même trompée sur une chose. Aucune d'elles n'avait jamais voulu la position de chef de famille. Puis elle corrigea même cela, disant qu'il serait plus exact de dire qu'elle n'était pas censée la vouloir, et c'est à ce moment-là que Yenlang demanda de quoi elle parlait exactement. Avant que la réponse n'arrive, Rion Seol apparut à la porte et demanda si elle voulait entendre l'histoire complète en détail, directement de sa bouche à elle. Le récit revint brusquement au duel, où le roi attaqua le dieu des arts martiaux avec des pointes de glace et abaissa la main pour faire pleuvoir l'assaut. Kim Joo-yeok se déplaça rapidement pour s'échapper de dessous. Il fit ensuite un pas en avant et s'élança pour frapper directement le dieu chaotique des neiges. Mais la constellation avait déjà préparé quelque chose pour l'attendre. Une fleur de glace éclot dans toutes les directions, et Joo-yeok vit soudain des pointes se former juste devant lui. D'un seul mouvement, il les brisa. Déjà agacé, notre dieu martial demanda ce qu'était encore cette absurdité, parce qu'il commençait à en avoir assez de se battre contre ces petits éclats de glace. Le roi répondit avec une indifférence totale que si Joo-yeok voulait déjà quelque chose de plus grand, alors il pouvait l'avoir. Là-dessus, il lui lança un flocon de neige, et Joo-yeok fixa droit son centre. Puis cela explosa juste devant son visage. Au lieu de paniquer, Joo-yeok mentionna qu'il ne s'attendait pas à une attaque pareille, avec un ton sincèrement impressionné. Et le roi répondit qu'il avait eu l'intention de geler complètement Joo-yeok de la tête aux pieds. Mais au final, il n'y avait qu'un peu de neige sur lui, ce qui était bien ce qu'on pouvait attendre du dieu des arts martiaux. Joo-yeok leva une main et lui dit qu'il devrait arrêter de complimenter ainsi son ennemi, parce que c'était embarrassant. Mais derrière cette réplique sèche, il pensait déjà à autre chose. Cet adversaire était impressionnant. Si Brass avait raison à propos du royaume mental, Kim Joo-yeok n'était aussi puissant que parce qu'il connaissait ses pouvoirs de sa vie passée. Mais le dieu chaotique des neiges, lui, était maintenant une constellation. Vérification faite, tous les shinks sont présents, aucun nom n'a été retiré, et aucun contenu n'a été ajouté ou omis. Il ne devrait y avoir aucune différence entre sa force actuelle et celle qu'il possédait lorsqu'il était encore vivant. Pourtant, il était clairement différent. S'il avait vraiment été aussi puissant à l'époque où il était encore en vie, Joo-yeok savait qu'il se serait souvenu de lui sans la moindre hésitation. Mais peut-être que le dieu chaotique des neiges avait passé tout ce temps à s'entraîner dans cet endroit, et que cela avait changé la façon dont il percevait sa propre force, le rendant plus puissant que jamais auparavant. Au lieu de trouver cela inquiétant, Joo-yeok sourit. Parce que maintenant, il s'amusait réellement. Il admit qu'il aurait aimé rencontrer le roi bien plus tôt. Il demanda ce que Joo-yeok voulait exactement dire par là. Notre héros répondit avec un sourire en coin que ce n'était rien de plus qu'un compliment sur sa force, alors il n'avait qu'à l'accepter et se taire. Le dieu chaotique des neiges lui rendit son sourire. Puis son corps trembla, et il déclara que s'il avait été loué de cette façon, alors il n'avait pas d'autre choix que de prouver qu'il le méritait. Il serra son poing glacé, préparant une nouvelle attaque. Il fit clairement comprendre qu'après avoir reçu l'approbation du dieu des arts martiaux, il devait désormais le surpasser. Puis le roi se jeta en avant avec son poing de glace. Au même moment, Joo-yeok abattit son épée. L'instant d'après, leurs attaques se croisèrent tandis que tous deux s'immobilisaient un bref moment. Le dieu chaotique des neiges afficha un sourire en coin et lui dit de laisser tomber, mais alors la glace autour de son poignet éclata soudainement, et la vérité le frappa aussitôt. Il n'avait même pas réussi à laisser une seule éraflure au dieu des arts martiaux. Il n'allait jamais pouvoir le surpasser. Dans le monde réel, le gant flottait au-dessus du sol pendant que Kim Joo-yeok se tenait devant lui, les yeux fermés. Yonhwa Seol l'observa et dit que cela avait pris plus de temps qu'elle ne l'avait imaginé, puis elle essaya de trouver une explication en se disant qu'il devait sûrement utiliser une étrange sorte de magie, parce qu'autrement, il n'y avait aucune raison pour que leur constellation continue encore à jouer avec lui aussi longtemps. Mais alors, la magie qui s'échappait du gant commença à grandir. C'est à ce moment-là que son calme se fissura, parce que de son point de vue, il avait toujours l'air parfaitement normal à l'intérieur du royaume mental, même après tout ce temps. Puis Joo-yeok ouvrit les yeux, tourna la tête vers Yonhwa Seol, et dit calmement qu'il avait déjà vaincu sa constellation.
Yonhwa Seol fut totalement incapable de comprendre cette réponse. Elle allait demander quel genre de plaisanterie Joo Ye-ok était en train de faire, mais elle n'eut pas le temps d'achever sa question. L'instant suivant, une fenêtre de notification apparut et le dieu chaotique des neiges lui-même exprima sa gratitude envers Kim Joo Ye-ok. Son incrédulité se transforma alors en horreur. L'idée en elle-même était déjà absurde, un lycéen battant leur seigneur Constellation n'aurait jamais dû être possible, sans parler du fait que cela s'était produit d'une manière si nette que la Constellation en ressortait respectueuse. Joo Ye-ok s'approcha d'elle et dit à Yonhwa Seol qu'elle pouvait redemander confirmation à sa Constellation elle-même si elle en avait besoin. Puis il l'attrapa par les épaules et lui rappela qu'elle avait promis de ne plus jamais lever la main sur Yenlang. Mais il n'en avait pas fini. En la regardant avec une colère ouverte, il dit qu'il voulait modifier les termes. Ensuite, Kim Joo Ye-ok entra dans la salle d'attente et annonça qu'il était temps pour eux de partir. Au moment où Joo Ye-ok leva les yeux, il réalisa que toute la famille était là. Rion sourit et dit que c'était incroyable de se revoir de cette manière, parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il viendrait réellement en personne jusqu'à leur domaine. Joo Ye-ok répondit avec tout autant d'aisance qu'il l'avait reconnue comme Rion Seol, la directrice de l'Académie du Lotus Blanc, et admit qu'il ne s'était jamais attendu à la voir ici non plus. Yenlang se tourna vers lui et demanda s'il avait terminé ce pourquoi il était venu, et il répondit oui, puis lui dit qu'il lui expliquerait tout sur le chemin du retour. Après cela, il regarda autour de lui et remarqua que les regards dans cet endroit devenaient beaucoup trop insistants. Alors tous les deux partirent ensemble sans faire beaucoup de bruit. Pendant qu'ils s'éloignaient, Yenlang baissa les yeux et dit que Joo Ye-ok était revenu bien plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Cela voulait donc probablement dire qu'il avait perdu. Yenlang n'était pas trop déçu malgré tout. Il était impossible de gagner contre une constellation de toute façon. En plus, Joo Ye-ok n'avait pas de bénédiction. Donc le seul pouvoir qu'il pouvait utiliser était le sien. Et notre héros dit que cette partie-là était vraie. Puis Yenlang demanda quelles conditions sa mère avait fixées, et il répondit qu'il était censé devenir un esclave de leur famille. Yenlang s'inquiéta immédiatement et demanda si cela signifiait que Joo Ye-ok allait maintenant devenir leur serviteur, tandis que Joo Ye-ok se contenta de lui répondre par un simple « je ne sais pas ». Puis il admit intérieurement que sa réaction était amusante. Il voulait voir combien de temps Yenlang allait continuer à essayer de lui tirer des réponses. Yenlang baissa les yeux et dit qu'elle aurait dû l'arrêter. Puis, tout en marchant avec lui, elle finit enfin par raconter ce que sa tante et ses sœurs lui avaient dit. Dans son esprit, elle entendait encore sa mère être décrite comme anormale, comme quelqu'un prêt à jeter sa propre vie pour s'accrocher à la position de chef de famille. Elle répéta ce que sa tante avait dit, à savoir que Yonhwa Seol avait voulu devenir chef de famille dès son plus jeune âge. Alors Rion avait vu cette ambition et avait renoncé à la position. Mais même après avoir finalement atteint cette place, elle ne s'était jamais arrêtée. D'après Yenlang, sa mère voulait rester au sommet jusqu'à ce que la mort elle-même lui arrache ce titre. Pendant qu'elle parlait, des souvenirs de son enfance et de ses sœurs remontaient les uns après les autres. La vérité, c'était que Yonhwa n'avait même jamais voulu d'enfant au départ. Les anciens du clan l'avaient forcé à enfanter simplement pour assurer un héritier à la famille. Mais dans les yeux de cette femme, les enfants n'étaient pas une famille. Ils représentaient une menace pour sa position. Elle dit que sa mère les punissait constamment, pour la moindre petite chose, et comme c'était son talent à elle qui ressortait le plus, elle était devenue celle que sa mère ciblait le plus durement. C'est pour cela qu'elle avait fini emprisonnée, tandis que le roi des neiges profondes partageait apparemment la même opinion sur sa valeur et ne faisait pourtant toujours rien. À ce stade, Yenlang semblait brisé. Tout cela n'était-il pas simplement ridicule ? Parce que Yenlang n'avait même jamais voulu devenir chef en premier lieu. Joo Ye-ok s'était contenté d'écouter, mais il esquissa soudain un sourire en coin et dit que tout avait enfin du sens maintenant. Joo Ye-ok voulait attendre de voir jusqu'où Yenlang irait, mais il l'interrompit après l'avoir vu sombrer dans la déprime. Joo Ye-ok lui dit enfin qu'il avait gagné. Il avait vaincu leur constellation. Yenlang n'arrivait pas à le croire. Elle fixa notre héros et demanda s'il plaisantait, et il répliqua aussitôt en lui demandant si elle avait l'impression qu'on était le 1er avril.
Puis, en regardant devant lui, il posa une question plus importante. Est-ce que toute cette folie avait vraiment commencé parce que la constellation l'avait soi-disant appelé? Yenlang répondit oui. C'est alors que Zhu dit que l'histoire ne tenait pas debout depuis le début, parce que d'après tout ce qu'elle lui avait raconté, la constellation ne montrait aucun véritable intérêt pour les affaires internes de la famille. Alors Zhu avait directement posé la question à la constellation elle-même. Puis le récit revint à ce qui s'était passé dans le royaume mental, où le roi gisait au sol. Pour s'assurer qu'il réponde correctement, Zhu lui donna d'abord une gifle, puis lui dit de se relever puisqu'il n'allait pas mourir de toute façon. Le dieu des neiges demanda ce que Zhu voulait savoir, et notre protagoniste répondit qu'il avait entendu dire que le roi avait spécifiquement appelé Yenlang, alors il voulait en connaître la raison. Le roi répondit que cela ne venait pas de lui. C'était une demande de l'actuel chef de famille, qui lui avait dit que sa plus jeune fille avait besoin de sa bénédiction, mais qu'elle refusait sans cesse de l'accepter. Yonhua pensait que sa fille n'oserait pas aller à l'encontre de la constellation, et c'est sur cette base qu'il avait suivi son ordre. Zhu voulut confirmer qu'il s'agissait bien de la vérité, parce qu'il avait aussi entendu dire que la constellation avait déjà ordonné que Yenlang soit banni auparavant. Le dieu chaotique des neiges admit que c'était la première fois qu'il entendait une chose pareille. La constellation ne savait même pas que la jeune fille s'appelait Yenlang avant maintenant. Zhu demanda s'il était sérieux. Puis il sourit en coin lorsque toute la vérité se mit enfin en place. La chef de famille s'était tout simplement servie de lui. Et Yenlang le comprit elle aussi. Zhu lui dit clairement que sa mère avait manipulé tout le monde autour d'elle. Elle leur avait menti en plein visage, leur avait servi des promesses creuses, et s'était même servi de la propre constellation de la famille comme d'un outil pour poursuivre ses objectifs égoïstes. Cela suffit à briser le peu de retenue qu'il restait encore à Yenlang. Elle appela sa mère par son nom avec colère et demanda s'il restait quoi que ce soit de sacré chez cette femme, si elle était prête à tromper sa propre famille et même leur constellation. Puis elle baissa les yeux vers ses pieds et demanda pourquoi sa mère avait détruit sa vie juste pour protéger sa position, avant d'admettre que tout cela était répugnant. Zhu leva les yeux vers le ciel et lui dit que c'était pour cette raison qu'il avait demandé à la constellation de mettre fin au contrat. Yenlang demanda de quel contrat il parlait, et Zhu expliqua qu'il parlait de l'accord entre le roi des neiges profondes et la chef de famille. Et à ce stade, cela avait peut-être déjà eu lieu. Et en effet, Yonhua Seol reçut une notification. Le message l'informait que le roi lui rendait tout le pouvoir qu'il lui avait accordé. Puis vint le véritable coup, son contrat avec le roi des neiges profondes avait été résilié. Pendant que cela se produisait, Zhu continuait de marcher et dit que cela ne concernait plus le fait de savoir si elle resterait chef de famille ou non, parce qu'après ça, elle ne serait même plus qualifiée pour nettoyer des chaussures. Yenlang était stupéfaite pendant que Zhu disait qu'elle n'aurait plus à se salir les mains avec ce désordre. Puis l'embarras la rattrapa une fois encore lorsqu'elle remercia Zhu. Elle baissa la tête et dit que Zhu n'aurait pas dû aller aussi loin pour elle, puis elle le remercia de nouveau. Mais Zhu esquissa un sourire en coin, expira, et lui dit que ce n'était vraiment rien. Puis il ajouta que maintenant que le problème avec sa famille était réglé, Yenlang pouvait enfin se concentrer sérieusement sur son entraînement. Yenlang acquiesça avec incertitude, et pour la première fois depuis longtemps, le chemin devant elle avait réellement l'air de lui appartenir. Mais il n'était pas seul. Quelqu'un les observait depuis l'arrière. Un homme masqué demanda à son seigneur Constellation s'il devait continuer à les suivre. Mais la Constellation cornue lui répondit que non. À la place, elle ordonna à l'homme masqué de trouver les ennemis de Zhu. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Zhu a vaincu le dieu chaotique des neiges, exposé Yonhua Seol, et offert à Yenlang une véritable chance d'être libre. Mais avec de nouveaux regards déjà braqués sur lui depuis l'ombre, il est évident que tout cela est encore loin d'être terminé. On se retrouve dans le prochain épisode.